Radio Classique, l'édito politique avec Le Figaro. Et donc Guillaume Tabar, ce vendredi matin encore. Guillaume, bonjour. Bonjour Bernard. Emmanuel Macron a rendu hommage hier soir à Valéry Giscard d'Estaing. Du coup, le parallèle entre les deux présidents est beaucoup fait ce matin dans la presse écrite, entre autres dans Le Figaro. Est-ce qu'il vous semble justifié ? Rappelons d'abord, Bernard, qu'Emmanuel Macron aime à tracer un fil continu avec tous ses prédécesseurs. On se souvient de son hommage à Jacques Chirac lors de sa mort il y a un an. Il avait tenu aussi à saluer l'héritage de Georges Pompidou pour le 50e anniversaire de son élection. Il y a quelques semaines, il était à Montcornet, puis à Londres pour marquer l'année de Gaulle. Et puis, l'année prochaine, on sait qu'il veut célébrer le 40e anniversaire de l'élection de François Mitterrand. Donc Macron a le goût de la commémoration. Il veut s'inscrire dans la continuité de l'histoire des présidents de la 5e, mais c'est vrai, je crois que de tous ces présidents, on peut dire que c'est à Valéry Giscard d'Estaing qu'Emmanuel Macron ressemble le plus. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça précisément ? Il y a l'âge déjà. Giscard a été élu à 48 ans, Macron à 39, à 39, pardon. Oui. 39, oui. Alors attention, bien sûr, l'état civil n'est pas un projet politique. Mais disons que du fait même de leur jeunesse, ils ont incarné l'un comme l'autre l'espoir d'un renouveau qui allait au-delà d'une simple alternance politique. Il y a un autre point commun, c'est leur intelligence, incontestablement supérieure, ce qui est une chance, mais aussi un handicap pour eux. Car cela leur donne une capacité d'analyse hors pair. Mais analyser le monde ou une situation, ce n'est pas pareil que comprendre un peuple que de le sentir, j'allais dire. Et d'une certaine manière, les deux hommes ont été, pour l'un et pour l'autre, embarrassés par cette supériorité intellectuelle. Ils suscitent l'admiration plus que l'adhésion. Or, pour un président, l'adhésion, voire l'affection de son peuple, ce n'est pas mineur. Disons que Macron, comme Giscard, souffrent de voir leur vision incomprise, autant que de ne pas comprendre eux-mêmes le battement de cœur des Français. Mais sur le fond, sur le projet politique, est-ce qu'il y a une similitude entre giscardisme et macronisme ? Alors, il y a effectivement le pari d'un dépassement des clivages. Le rêve giscardien de rassembler 2 Français sur 3 n'est pas si éloigné du « en même temps » macronien, avec cela dit quand même une différence notoire. Giscard, lui, il a cherché à réconcilier, à additionner la droite bonapartiste et la droite orléaniste. Autrement dit, le gaullisme et la tradition libérale. Il y est arrivé en partie, avant que Jacques Chirac n'impose à nouveau la suprématie de la veine bonapartiste. Macron, lui, c'est l'inverse. Il a fait le choix non pas d'additionner, mais de torpiller les structures politiques en place. Alors on verra s'il parvient à y substituer une force centrale pérenne, mais disons qu'à ce jour, ça n'est pas gagné. Alors tout de même, de commun, il y a l'Europe entre les deux hommes. Et oui, leur vraie ressemblance, elle est là. C'est ce qu'ils ont de plus sincère. Giscard a cru et Macron croit que l'avenir et la grandeur de la France passent par l'inscription dans une vision européenne. Il faut construire une souveraineté européenne, dit souvent Macron. La différence pour l'instant, c'est que chez l'actuel chef de l'État, ça reste un discours. Giscard, lui, il a mis en place les conseils européens, l'élection du président, l'élection du Parlement au suffrage universel, le système monétaire prélude à l'euro. Et de ce point de vue, il reste inégalé. Merci beaucoup Guillaume Tabar du Figaro, du lundi au vendredi sur Radio Classique. Je vous souhaite un très bon week-end et à lundi donc dans la matinale avec Guillaume Durand. Radio Classique, l'invité de Bernard Poirette avec Le Figaro. Il est 8h17 et notre invité politique ce matin, c'est Ségolène Royal, la présidente de Désir d'avenir pour la planète. Madame Royal, bonjour. Bonjour. Vous aviez 21 ans en 74, quand Giscard d'Estaing est devenu président. Est-ce que c'était une époque bénie ? Oui, pour nous tous qui avons l'âge que nous avons. C'était un monde disparu. Oui, je dirais que c'était une époque insouciante. Complètement. Complètement. C'est cette insouciance que l'on a perdue. Mais ça paraît déjà très loin. Ce qui est intéressant dans les commémorations à l'occasion des disparitions des anciens chefs d'État, c'est qu'on revisite l'histoire. Et par exemple, c'était un moment où il n'y avait pas les téléphones portables. Donc ça paraît, c'est vrai. Donc du coup que ça c'est paraît. en une de Libération d'ailleurs ce matin, avec un téléphone, avec un cadran. Donc vous vous rendez compte l'accélération de l'histoire que l'on a connue depuis. Et puis c'est simplement le coup de jeune, au fond, parce que Giscard est venu après les années sombres et tristes de la fin de son prédécesseur, de Pompidou, qui a fini malade, etc. Et donc je pense que les Français voulaient aussi donner une image à leur pays. Et puis
au fond, les réponses à mai 68 n'avaient pas été apportées par le président Pompidou. Et donc, d'une certaine façon, l'arrivée de Giscard, qui incarnait un nouveau souffle, une nouvelle volonté de liberté, une forme de modernité, ça suffisait finalement pour être élu à l'époque, même s'il a été élu quand même de très très peu, souvenons-nous. Absolument. Alors évidemment, post-mortem, les hommages sont comme d'habitude, dithyrambiques, forcément. Avec on retient que les bonnes choses. N'empêche qu'il a fait qu'un seul mandat. Il a perdu contre Mitterrand. Pourquoi a-t-il perdu? À cause des diamants de Bokassa ou à cause de l'explosion du chômage? Du fait de la crise pétrolière, du premier choc, du deuxième choc? Il a perdu à cause de son, de la rupture et de l'incapacité qu'il a eue, malgré son intuition géniale, de cette rupture avec le peuple. Il n'a jamais réussi à devenir populaire et à comprendre les profondeurs du peuple français. C'est ce que disait Tabar à l'instant. Et oui, Tabar a raison, je trouve que son analyse est juste. Et pourtant, il en a eu l'intuition. C'est ça qui est étonnant. C'est-à-dire les fameux déjeuners dont tout le monde s'est moqué avec les Français, ou son expression préférée, je vais regarder la France au fond des yeux. Inconsciemment, intuitivement, il sentait cela. Et pourquoi il sentait cela? C'est la différence avec Emmanuel Macron que Guillaume Tabar n'a pas évoqué. C'est que il a franchi les étapes de la vie politique. Il a été élu maire, conseiller général, il est même retourné à une époque, souvenez-vous, après avoir été président de la République, il est redevenu président de région. C'est-à-dire, il avait dans son histoire familiale et personnelle, par son grand-père et par son arrière-grand-père, l'exemple d'élu de terrain. Donc, il était à la fois dans l'élite arrogante, le super doué, mais il avait compris par son histoire et par sa conception politique qu'il fallait quand même franchir les étapes de l'élection. Mais ce lien avec le peuple qu'il avait eu dans son pays d'origine, en Auvergne, il l'a pas transformé dans un lien avec le peuple français. Il aurait pu le faire. Il n'a pas réussi. Ça s'est joué à peu de choses. Il était trop sûr de sa supériorité. Même s'il l'a fait, il s'était dit je suis supérieur à tous, donc de toute façon je suis élu à vie. C'est pour ça qu'il ne s'est jamais remis de son échec. Il l'a avoué d'ailleurs. Il a sombré dans une dépression. Pendant 15 ans, il a pensé qu'il allait revenir. C'est-à-dire tous les anciens présidents de la République pensent qu'ils vont revenir parce qu'ils sont toujours meilleurs que les autres. Ça, ils ont tous cette petite maladie après. Et malgré cette intuition-là, il n'a pas réussi à faire ce lien. Ségolène Royal, à une époque, vous avez dit, ce qui déprime un pays, c'est la peur de l'avenir. Est-ce que nous sommes à nouveau dans cette phase-là? C'est-à-dire, est-ce que en particulier les jeunes à qui va s'adresser M. Macron cet après-midi, est-ce qu'ils ont peur de l'avenir? Est-ce qu'ils ont raison d'avoir peur à cause du Covid notamment? Oui, les jeunes ont peur de l'avenir. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais fondé Désir d'avenir, parce que ça reste cruellement d'actualité. Il faut reconstruire ce désir d'avenir et l'accumulation d'épreuves pour les jeunes entre le chômage, le Covid, le creusement des inégalités, la pauvreté. Vous savez que un jeune sur 4 qui de 18 à 25 ans qui ne vit pas chez ses parents est en situation de pauvreté. Ça ne s'est jamais vu. Et quel est l'horizon? Qu'est-ce qu'on va construire ensemble? Donc c'est l'enjeu majeur. C'est redonner confiance aux jeunes et leur dire mais dans quel domaine vous allez pouvoir exprimer vos talents, vos libertés, votre créativité, et comment est-ce que on a besoin de vous pour construire l'avenir? Alors c'est toujours facile de critiquer quand on n'est pas aux affaires, mais au vu de ce qui nous arrive à cause de cette saloperie de coronavirus, Madame Royal, est-ce qu'il vous semble que le gouvernement français fait les choses au mieux? Ou est-ce qu'il est malhabile? Écoutez, je vais me positionner sur un autre plan qui n'a pas beaucoup été évoqué. Je vais pas revenir sur tout le fait qu'on était en retard, surtout sur la question sanitaire. Je voudrais juste dire qu'il faut pas être en retard sur le vaccin. Oui, mais 6 Français sur 10 disent que peut-être qu'ils vont pas se faire vacciner quand même. Mais parce que c'est effarant. Mais c'est parce que le gouvernement n'a pas le bon discours à leur égard. La vaccination, c'est un progrès, mais considérable. Mais tout le monde le sait, madame. Tout le monde le sait, oui. Mais je veux dire, vous avez entendu hier le monsieur vaccin qui vient d'être nommé? Mais c'était une catastrophe.
Il faut vite le changer. Il a expliqué. Le Premier ministre était à côté de lui. Le Premier ministre dit, vous allez voir ce que vous allez voir, on va vacciner dès le 1er janvier, etc. Lui prend la parole, dit, ah non, attendez, rien n'est sûr, rien n'est testé, oulala, c'est peut-être dangereux, j'ai pas les rapports, j'attends de voir les rapports, etc. Enfin, c'était extravagant. Lui, c'est un scientifique, et puis Castex est un politique. Donc, peut-être que le scientifique dit, attendez, non, parce que vous savez, chez les scientifiques, il y a autant de variétés d'avis que chez les politiques. Et donc, c'est là je voulais en venir. C'est-à-dire, quelle démocratie on réinvente par rapport à l'épreuve que nous subissons, voyez. Et là, il y a un espèce de chaos institutionnel, non seulement institutionnel, mais même politique. Puisque soit on voit les politiques remettre leur pouvoir entre les mains d'un petit groupe d'experts dont on connaît un conseil scientifique, mais qui a aucune légitimité démocratique, et donc il y a une espèce de et puis une infantilisation des Français. Donc si on doit sortir quelque chose de bon d'une crise, parce que vous voyez, dans la crise, comme vous le savez, il y a à la fois le pire ou la meilleure des choses. Donc, tout l'enjeu, c'est d'utiliser les crises pour qu'il en sorte quelque chose de positif. Donc, il faut réinventer une forme démocratique par rapport aux décisions et par rapport au fonctionnement d'une société en période de crise sanitaire, puisqu'elles vont continuer, ces crises sanitaires. On aura, paraît-il, d'autres virus. J'espère que la mondialisation effrénée ne reprendra pas comme avant, parce que quand on entend les compagnies aériennes dire on va revenir comme avant, mais 100 000 vols d'avions par jour, des masses de population, du tourisme de masse, c'est ça aussi qui fait circuler la maladie. Donc il va falloir réguler la mondialisation pour qu'elle soit plus intelligente et qu'on favorise les circuits courts de proximité dans tous les domaines de la vie économique, d'une part, pour éviter le retour à l'ancien modèle, mais ce travail-là, il n'est pas fait. C'est-à-dire, on ne sent pas au niveau du gouvernement une équipe qui réfléchit sur qu'est-ce qu'on abandonne du modèle d'avant, qui était mauvais, qu'est-ce qu'on garde du modèle d'avant qui était bon, et qu'est-ce qu'on réinvente par rapport aux défis d'aujourd'hui. Et en particulier, qu'est-ce qu'on réinvente dans la démocratie. Je vais juste vous donner un exemple d'intelligence collective, parce que j'ai beaucoup parlé d'intelligence collective et d'intelligence des territoires, c'est que ce gouvernement, rendez-vous compte, a pris la même décision pour les villes de plus de 100 000 habitants que pour une petite commune de 5 000 habitants qui avait réussi à garder son épicerie café. Comment est-ce possible? Vous voyez, qu'est-ce qui marche pas dans leur cerveau pour se dire, on va imposer d'en haut la même décision pour la fermeture des commerces. Mais dans une petite ville où il y a un commerce qui se battait pour rester, c'est presque un service public, ou quelques commerces. Là, pourquoi est-ce qu'on n'a pas délégué la responsabilité? Mais pas du tout. Mais si, vous imaginez un peu ce morcellement des prises de position. Alors là, vous êtes en dessous de 10 000 habitants, donc vous restez ouvert, et là au-dessus, vous fermez. Mais non, c'est infaisable. Mais pas du tout. C'est le fait de dire que c'est infaisable qui est une méconnaissance. Pardon. C'est comme l'histoire de la fermeture des domaines skiables pour tout le monde, alors qu'il y a que les Alpes du Nord qui sont très fortement impactées par le Covid. Oui. Les Pyrénées, le Massif central, ils ont rien et ils veulent pouvoir skier. Vous dites exactement la vérité. Donc eux, ils disent qu'on peut, et Castex dit non. Mais un pays comme la France, avec ses 36 000 communes, est un pays diversifié. Et donc ingouvernable, disait De Gaulle, avec les fromages et les communes. Oui, mais moi je dirais au contraire l'inverse. Au lieu d'avoir le discours de mépris, c'est dire mais c'est une chance d'avoir cette diversité, puisque précisément on peut irriguer cette diversité avec des décisions adaptées à la réalité des territoires, et c'est pas un hasard si justement on a les régions. Et la première erreur d'ailleurs institutionnelle a été faite dans le quinquennat précédent avec la fusion et la disparition des régions, parce que c'était justement et là je pense que même vous voyez les mouvements comme les Gilets jaunes, c'est des mouvements aussi qui sont nourris par ce sentiment de déracinement. Or, quand une décision politique est prise comme ça d'en haut, comme au vieux temps, de façon totalement centralisée, elle laisse de côté et elle se prive d'une intelligence territoriale. Je suis ennuyé parce qu'on a eu que 8 minutes, Ségolène. J'ai encore plein de questions à vous poser, surtout sur la foire d'empoigne à gauche entre les écolos. Puis Madame Hidalgo qui fait la une de l'Obs cette semaine en disant est-ce qu'elle peut fédérer la gauche pour 2022? Vous reviendrez, hein? Je reviendrai. Merci beaucoup, Ségolène Royal sur Radio Classique, 8h27. Je vous souhaite un bon week-end et une bonne fin d'année. Donc 6 à table seulement à Noël. Vous avez vu. Le coronavirus fait 3000 morts par jour aux États-Unis. C'est un cauchemar éveillé. Laurent Saïm et sa note américaine, juste après ceci.